Shalom à tous et bienvenue sur Lumière du Monde Télévision. À un invité de marque s'attache nécessairement un programme des grands jours. Vous l'auriez aisément compris, chers amis téléspectateurs, Lumière du Monde Télévision reçoit un hôte de marque et non des moindres, son Excellence Dr Eli Bentoura, ambassadeur de l'État d'Israël dans 4 pays ouest africains, dont la Côte d'Ivoire, le Togo, le Bénin et le Burkina Faso, avec bien entendu résidence à Abidjan. Merci Excellence d'avoir accepté notre invitation. Merci pour m'avoir invité. Et malgré vos nombreuses sollicitations, occupations, vous êtes avec nous. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir sur ce plateau. Nous aurons donc un temps d'émission très convivial avec vous, qui nous permettra de découvrir Israël et bien d'autres choses à travers donc cette émission. Encore une fois, merci. Merci infiniment d'être avec nous. Sur ce plateau, nous avons donc la crème des présentateurs, journalistes et animateurs de LMTV qui vont donc s'entretenir avec vous tout au long de cette émission. Je commencerai donc la présentation par la jeune féminine, c'est cela. Alors, Christy Claudia, elle est animatrice sur Lumière du Monde Télévision. Christy présente des émissions à forte audience, sans façon et point d'accord. Bonjour Colbert. En tout cas, c'est un plaisir d'être avec toi sur ce plateau et aussi de partager le plateau avec son Excellence. Alors, chez nous, on dit Akwaba, chez vous, on dit Shalom. Vous êtes chez vous, ici également. Alors, je vous dis simplement Akwaba. Merci, merci. Shalom et Akwaba aussi. Voilà. Alors, Excellence, Claudia aura donc, au cours de notre moment de télévision, échangé avec vous sur le tourisme en Israël. Nous parlerons donc tourisme au cours de cette émission pour permettre à nos téléspectateurs de voyager à travers les ondes de la télévision magique, de Lumière du Monde de Télévision. Je parlais de la jeune féminine. Nous avons 2 femmes sur ce plateau. Elle est présentatrice du journal télévisé sur Lumière du Monde de Télévision. C'est Joël Gosset. Bonjour Excellence, et encore Akwaba sur ce plateau. Bonjour. Alors, avec Joël, nous parlerons éducation et santé tout au long de cette émission. Joël, Effectivement, voilà. effectivement. Voilà. Alors, après Joël, donc après avoir présenté la jeune féminine, nous en arrivons donc aux hommes. Et nous commencerons par celui qui est considéré comme l'ami des jeunes sur Lumière du Monde Télévision, Aniel Conan. Shalom à Colbert et également shalom à l'ambassadeur. Je crois que sur le plateau, il est le plus jeune parmi nous. Voilà. On est très honorés de vous recevoir avec nous ce matin. Voilà. Shalom, shalom, merci. Je déjà me sens très ému d'être ici et d'avoir cette très convivial journalistes qui sont dans le plateau. C'est cela. Alors, nous sommes 4 sur le plateau. Il y a un 5e qui va se présenter à vous. Lui, c'est le plus sportif d'entre nous, Jean-Richard Nguessan, qui présente Totalement Foot, une émission à forte audience sur Lumière du Monde Télévision. Bonjour Colbert, shalom, monsieur l'ambassadeur. Très heureux de vous avoir. Merci de nous visiter. Voilà donc, amis téléspectateurs. Vous n'avez pas remarqué que je ne me suis pas présenté, non? On allait certainement te poser la question. Mais je ne peux pas me présenter un ami de longue date, c'est un ami de longue date. C'est normal que je ne me présente pas. Alors pour les besoins de la commodité et pour la civilité, je vais donc le faire pour nos amis téléspectateurs qui viennent donc de nous prendre en marche. Je suis Franck Colbert, journaliste sur Lumière du Monde Télévision. Voilà donc présenter la team, l'équipe qui va donc conduire cette émission pendant laquelle nous allons aller très loin en Israël pour découvrir, comme je le disais, d'entrée de jeu ce magnifique pays qui n'est autre que Israël. Nous avons présenté de façon sommaire l'ambassadeur, mais parmi nous, quelqu'un va le faire de façon encore plus précise, plus profonde. Il va passer donc au peigne fin, notre invité du jour. Et j'aimerais donc faire place à Richard Nguessan. Merci Franck Colbert, merci monsieur l'ambassadeur de nous visiter. J'ai la lourde tâche de vous présenter aujourd'hui. Le parcours de notre invité force le respect, son expérience professionnelle est des plus éloquents. Avant d'en parler, il faut juste préciser que son Excellence Dr Eli Bentoura est titulaire d'un diplôme en sociologie et en études du travail. Il faut entendre par études du travail les ressources humaines. C'est un diplôme qu'il a décroché au milieu des années 80 à l'université de Tel Aviv. En 2006, il décroche un PhD en administration publique à l'université de Haïfa. Son expérience professionnelle est riche, immense et diversifié. De 2000 à 2001, il est conseiller et chef de mission adjoint à l'ambassade d'Israël à Pretoria, en Afrique du Sud. En 2006,
soit de 2006 à 2011. Il est vice-directeur au département des organisations internationales au ministère des Affaires étrangères. Notre invité a également été coordonnateur pour le développement durable, toujours au ministère des Affaires étrangères. En dépit de ses occupations, il a été professeur à l'université de Tel Aviv, c'est bien cela. Il commence sa carrière d'ambassadeur en 2011. De 2011 à 2015, il est ambassadeur d'Israël au Sénégal, avec pour zone de mission également la Sierra Leone, le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée. De 2015 à 2016, il est ambassadeur non résident de la République démocratique du Congo. Il est également ambassadeur au Gabon et à Madagascar. Depuis 2016 jusqu'à aujourd'hui, il a été accrédité par l'État d'Israël pour être ambassadeur en Côte d'Ivoire. Il est par ailleurs ambassadeur d'Israël non résident au Burkina Faso, au Togo, au Bénin. Il parle l'anglais, le français, l'espagnol et bien évidemment l'hébreu. Voici présenté en quelques mots notre invité. Ça mérite vraiment un tonnerre d'applaudissements sur ce plateau. Voilà. Alors, ce que j'ai pu remarquer, Excellence, vous êtes polyglotte. Vous parlez français, anglais, espagnol et hébreu. Hébreu, un peu italien aussi. Ok, d'accord. Est-ce que c'est important pour un diplomate d'être aussi polyglotte, parler plusieurs langues à la fois? Je crois que oui. Je crois que la diplomatie, en effet, c'est une profession de faire des liens, de créer des ponts entre différentes sociétés, entre différents pays. Et la langue, c'est un moyen très, très important parce que la langue, ce n'est pas seulement une façon de communiquer, mais c'est tout entier de la culture, tout entier de la compréhension de l'autre. Et je pense que quand vous parlez de plusieurs langues, ça vous facilite de communiquer avec différentes. Il y a un proverbe, je pense, en français, que mon professeur à l'époque, quand j'ai étudié, m'a enseigné, il m'a dit « Tant de langues que l'homme sait, tant de l'âme que l'homme a ». Je ne sais pas si je dis ça correct. Ça veut dire chaque langue, c'est comme une âme. Ok. Et tant de langues que tu as, tant des âmes que tu as. Ok. C'est comme différentes personnes. Vous parlez combien de langues? Moi, personnellement, Oui. je parle la langue baoulée, en fait, ivoirien. Bah, Je pense que l'ambassadeur ne parle pas le baoulé. Peut-être qu'il va apprendre après. non, je sais quelques mots en Wolof. En voilà. Justement, vous avez fait quand même assez de pays en Afrique. Lors de vos différents passages dans ces pays, vous avez certainement été marqué par une langue. Marqué par une, non, comme je dis, Wolof normalement parce que j'ai vécu là-bas plus de 4 ans. Et c'est une langue facile. On est ici, Akwaba, j'ai appris la langue, le mot Akwaba. Mais l'Afrique, c'est une passion pour moi, parce que même quand j'étais au ministère des Affaires étrangères comme le coordinateur de développement durable, et développement durable, c'est quelque chose qui est très pertinent pour l'Afrique. Alors pour moi, c'était juste naturel de prendre ce que j'ai appris là-bas et l'amener ici en Afrique. Voilà. Avant d'entrer dans le vif du sujet, permettez-moi que je vous pose une autre question. Vous êtes ambassadeur en Côte d'Ivoire, au Togo, au Bénin et au Burkina Faso. Comment faites-vous pour être à la fois dans tous ces pays? Bon, c'est pas facile, vous savez, mais il y a une contrainte de budget. Alors normalement, c'est une pratique très commune. Et parmi les pays, il y a un ambassadeur résident, ça veut dire vous résidez dans un pays et vous couvrez autre pays autour de ce pays. Et pour vous dire que c'est efficace, je ne pense pas. C'est très dur. Mais j'ai mon adjoint, alors on partage. Mais comme je vous l'avais dit, diplomatie, c'est créer des liens et des amitiés. Et vous pouvez créer des liens d'amitié quand vous voyez la personne, quand vous l'invitez chez vous, quand vous sortez ensemble, quand vous discutez. Et quand vous n'êtes pas là dans le pays, cette volet est écarté. Et ça, mais voilà. Parlant de diplomatie notamment, lorsqu'on observe votre parcours, vous n'avez pas fait des études en diplomatie notamment, vous avez fait des études en sociologie, en ressources humaines. Et aujourd'hui, vous êtes ambassadeur, c'est assez surprenant comme parcours. Comment ça s'explique? Oui, c'est une question. Moi, je ne sais pas même parce que je n'ai jamais pensé que je viendrai un jour un ambassadeur ou diplomate
parce que toujours je pensais que je veux travailler quelque chose avec les volets plus psychologie, sociale. C'est la raison pour laquelle j'ai pris les études de travail. Et même j'ai commencé mon carrière comme conseil des ressources humaines à la Banque centrale d'Israël. Mais à côté, vous savez, il y a autre intérêt. La politique, c'était toujours quelque chose qui m'a attiré. Je suis les politiques, je suis très engagé avec ce qui se passe dans le monde. Et un jour, on m'a dit qu'il y a un parcours, un test au ministère des Affaires étrangères ils vont embaucher des cadettes. Et j'ai dit, OK, pourquoi pas. Et j'ai déposé le dossier. Il y a plusieurs étapes des examens. Et waouh, on m'a dit oui. Alors je pense, à ce moment-là, c'était un grand dilemme. Parce que comme je vous l'avais dit, j'ai eu un très bon travail. Parce que, vous savez, même quand vous finissez vos études, ce n'est pas évident que vous allez trouver un travail dans votre domaine. Vous le savez. Et ça m'arrivait. Alors je dis, je dois laisser ça et commencer autre chose. Qui sait, Dieu sait si ça va aller ou pas. C'était un dilemme. Mais je pense que Dieu m'a donné le bon guide. Et aujourd'hui, vous êtes satisfait de votre... Oui. Pleinement. C'est une donne. C'est une donne. Je remercie Dieu pour chaque jour. Ok, amen. Alors, le décor est planté, amis téléspectateurs. Nous recevons, je vous le rappelle, pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire, Excellence Dr Eli Ben-Toura, pour parler donc d'Israël et puis une émission très conviviale qui vous permettra de passer d'agréables moments en compagnie de Lumière du Monde Télévision. Nous sommes en Israël, nous allons encore le faire de façon très magique, par la magie des ondes. Nous allons maintenant pour découvrir ce charmant et beau pays qui n'est autre que Israël. Blessed is the Lord, Baruch Adonai, Elohei Israel Adonai, blessed is the Lord, Min ha'olam, Bat ha'olam, praise His name, forever and again, Min ha'olam, Bat ha'olam, blessed is the Lord, the God of Israel. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say, Amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will sing. So let the nations sing and praise Him, and Israel will say, Amen. Sing all you nations, hallelujah, and Israel will say, Amen. And Israel will say. Voilà, retour sur ce plateau pour continuer notre entretien. Nous étions donc par la magie des ondes en Israël tout à l'heure avec, je rappelle, monsieur l'ambassadeur de l'État d'Israël en Côte d'Ivoire. Alors, un commentaire de ce que vous venez de voir? Bon, je suis assez fier quand je vois ces images, parce que je dis, cet jeune pays, dans 70 ans,
et a parvenu à transformer le terrain dans un pays prospéré et sans perdre les racines historiques. Parce que vous voyez, partout, tu les vois, mais c'est toujours dans des contextes modernes. Et ça me donne une grande fierté. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui qu'Israël est un modèle de développement? Je voudrais dire, avec toute la modestie, je voudrais dire, parce que vous savez, Israël, dans 70 ans, est arrivé à un niveau presque les mêmes égaux avec les plus modernes pays au monde, et en Europe et en Nord-Amérique. Et autant que vous devez rappeler que les pays européens en Amérique existent les modernes. Et c'est plus de centaines d'années. Alors et en plus, dans quelles conditions? Dans quelles conditions, justement? Dans quelles conditions? C'est donc un exploit, on peut dire. Si on se réfère à ces conditions et on voit un résultat aussi épatant, aussi éloquent, on pourrait parler d'un exploit de tout un peuple. Oui, je dis, et j'espère que ça inspire des pays en voie de développement. Et nous essayons de faire tout ça, toujours cela, et avec de présenter un modèle de développement et donner aux autres pays en voie de développement, comme la Côte d'Ivoire, une inspiration, un espoir. Et n'oublie pas, parce que dans notre histoire, il y a beaucoup de choses qui sont en commun avec les pays africains. Et aujourd'hui, nous sommes... Quelques exemples de ce que vous avez en commun avec les pays africains? Beaucoup. Juste deux? L'esclavage. L'esclavage, oui. Et la marginalisation qui était notre part des années. Et nous étions toujours marginalisés, oppressés et déprimés. Et tout cela, nous avons arrivé à pas oublier, mais mettre ça à côté et aller à l'avance. Excellence, quand on parle d'un pays, on parle aussi du drapeau. Nous remarquons que le drapeau israélien porte en son centre une étoile. Est-ce que pour nos amis téléspectateurs, vous pourrez porter une explication à cela? Bon, l'étoile, c'est un symbole juif et que, selon les croyances, était le symbole que le roi de David a utilisé, qui lui aidait de surmonter tous les défis à l'époque, parce que David, n'oublie pas, était le premier roi qui a vraiment réunifié toutes les tribus et qui arrivait à avoir un royaume, c'est le royaume d'Israël dont nous parlons. Et ça, c'est le symbole. Et les autres symboles que vous voyez sur le drapeau, les deux lignes bleues, symbole, et si vous savez, aux synagogues, les hommes portent comme une robe qui s'appelle talit. Ça, c'est selon la Bible. Okay. Les hommes doivent porter cette robe. C'est comme une... comment vous appelez ça? Les choses que tu mets... Une chape. Une chape. Voilà. C'est comme cela. Selon la Bible, il doit avoir les couleurs bleues, que ça fait d'une ressource naturelle qu'on met. Et à la fin, il doit avoir des petites choses qui doivent sortir de cette châle. Aujourd'hui, si vous voyez les religieux en Israël, il y a des petites choses qui sortent hors de leur chemise. C'est ça les choses qu'on te porte, que tu dois porter toujours sur toi. Moi, je les porte seulement quand je prie. Quand je me déplace aux synagogues, je les mets. Mais comme ça, je ne les mets pas. Les religieux, ils les portent presque toujours et tu vois. Une question. Il a parlé notamment d'Israël qui inspire bon nombre de pays, qui doit inspirer bon nombre de pays aujourd'hui. Mais est-ce qu'il y a des pays, des nations qui ont inspiré l'État d'Israël dans son développement? À mon avis, oui. À mon avis, vous savez, Israël, c'est
C'est un pays qui absorbait les Juifs qui proviennent de tout le monde. Et chacun arrive avec ses idées. Par exemple, le kibbutz, qui est quelque chose de très connu autour du monde. Et si vous voulez, c'est le marxisme. Et le marxisme, c'est quelque chose qui était développé dans la Russie à l'époque. C'était même pas les USSR, c'était la Russie. Et voilà. Et si vous parlez de l'agriculture, ça c'est quelque chose qui était importé par des Juifs qui sont venus des pays méditerranéens. Alors, il y a une inspiration qui arrive depuis différentes. La porte de Haïfa. La porte de Haïfa était construite par des Juifs qui sont venus de Saloniki de la Grèce. Et même Saloniki, la porte de Saloniki en Grèce, était construite par Juifs qui étaient chassés par la reine Isabella de la Grande Espagne au XVe siècle. Quand il était chassé de l'Espagne, une grande partie sont arrivés en Grèce. Grèce à l'époque était contrôlée par la Turquie, l'Empire ottoman. Et l'Empire ottoman a reçu les Juifs pour qu'ils construisent les portes maritimes à Saloniki. Alors tu vois, il y a des inspirations. C'est une histoire. Je vais vous poser une question qui sort un peu du cadre des couleurs des drapeaux. Alors, Excellence, c'est quoi faire son alia? Et Aliyah, en effet, Aliyah, le mot simple, c'est immigration. Ça veut dire, vous émigrez à Israël. Mais autant qu'Israël, ce n'est pas un pays régulier, et c'est la Terre Sainte, tu ne peux pas faire immigration à une Terre Sainte. Tu peux faire immigration, alors tu montes à la Terre Sainte. Aliyah, ça veut dire monter. Le mot Aliyah, c'est monter. Ça veut dire, mais en hébreu, ça est devenu double sens. Tu montes, ça veut dire je monte à la Terre Sainte, ça veut dire quelque chose de très bien m'arrive parce que je monte, mais en même temps, je me déplace. Et ça, en hébreu, ça signifie immigration à Israël. Quand vous dites immigrer à autre pays, vous dites immigrer, Hagira. Mais quand vous dites à Israël, c'est Aliyah. Ah, d'accord. Merci, Excellence. Donc c'est purement culturel, hein, c'est-à-dire qu'on apporte une définition culturelle à l'immigration en Israël. Exact. Ici, c'est seulement quand tu connais les hébreux, C'est ça. tu comprends les nuances, les différences. Pour une fois que nous avons l'ambassadeur de l'État d'Israël sur notre plateau, nous n'avons pas, nous faire prier. Une question avant de passer à autre chose. Nous voyons très souvent sur la tête des religieux, des hommes de Dieu, des rabbis, un petit chapeau. Quelle est sa signification? Bon, le petit chapeau, il y a beaucoup d'explications, c'est symbolique, parce que même les chrétiens portent le petit chapeau. Et le petit chapeau, l'explication que je connais, c'est que vous devez te rappeler toujours que vous êtes au-dessus de Dieu. Il y a quelque chose qui est toujours plus haut que toi. Et ça, c'est l'expression la plus commune. Mais il y a autre chose comme modesté, pour symboliser de modesté. Donc, Et des choses comme ça. en un mot, ça symbolise donc la soumission à Dieu. Oui, En un mot. exact. D'accord. Alors, Excellence, l'actualité, c'est aussi les 70 ans de l'État d'Israël qui a été célébré, je pense, en avril dernier. J'imagine qu'avant 70 ans, comme tout État, chaque année, il y a l'anniversaire qui est célébré pour se rappeler de certains événements. Israël, 70 ans, nous nous rendons compte que ces 70 années de célébration ont eu une attention particulière, tant en Israël qu'au plan international, avec un engouement populaire. Qu'est-ce qui explique cette attraction, ce regard particulier sur les 70 ans d'Israël? Bon, j'ai des explications. La première, c'est, nous avons déjà abordé cette question, un pays jeune, avec conditions horribles,
a parvenu à arriver à un niveau parmi les plus puissantes économies au monde. Et c'est impressionnant. Et dans 70 ans, c'est impressionnant. Alors vous saluez cet résultat. Et la deuxième explication que je peux vous donner, c'est le symbole mystique que nous avons dans le judaïsme pour le numéro 7. Le numéro 7 signifie est un numéro très très fort dans le judaïsme, parce que quand Dieu a créé le monde, il a créé le monde 6 jours, le 7e, il s'est reposé. Alors il y a 7 jours, ça c'est les 7 jours, c'est le jour de repos que le judaïsme a introduit à la société humaine, et les jours de repos. Alors ça c'est 7. Et les chandeliers dans les temples à Jérusalem, il y avait un chandelier qui était le plus sacré. Il y a 7 bougies. Ça, c'est les 7 qui représentent 7 couches au ciel pour parvenir au Dieu. Alors, l'explication juive mystique dit nous sommes ici le niveau carnal, nous devons faire de bonnes choses et ça nous va amener au 2e ciel et après 3e. Et le 6e, c'est le ciel des anges et le 7e, bien sûr, c'est le siège de notre Seigneur. Et alors 7, c'est quelque chose de très fort. Voilà, tu as bien dit. Alors, ce fut un anniversaire, on va dire, des grands jours, très bien célébré, feux d'artifice, parade d'avion dans le ciel. Nous allons maintenant l'apprécier à travers cette vidéo et revenir tout à l'heure sur ce plateau. 70 ans pour Israël, plus de 5000 ans pour le peuple juif. Une histoire commune racontée sur le mont Herzl dans une comédie musicale inédite. De la traversée de la mer Rouge de Moïse et des Hébreux aux constructions des premiers villages de pionniers israéliens, en passant par la Shoah. Sur scène, les airs s'enchaînent et ne se ressemblent pas, tandis que dans le ciel, des drones forment des symboles. Un spectacle à l'image de la diversité d'Israël. Cette année, Binyamin Netanyahou fait exception à la règle et prononce un discours lors de cette cérémonie pourtant prévue pour être apolitique. Porté par l'événement et par cette démonstration de force de l'État hébreu, le Premier ministre adresse un message aux ennemis du jeune pays. David Ben-Gurion a déclaré l'indépendance de l'État et n'a pas eu peur de déclarer sa création, même lorsqu'il savait que cela impliquait une guerre très dure face à ceux qui voulaient empêcher notre existence. Nous aussi aujourd'hui, nous n'hésiterons pas à combattre ceux qui veulent nous détruire, parce que nous savons que nous défendre nous-mêmes, par nous-mêmes, c'est l'essence même de l'indépendance. Nous sommes plus décidés que jamais, nous sommes plus forts que jamais. Le Premier ministre allume une torche au nom des gouvernements successifs, comme Yudi Edelstein. Les autres sont des militaires, des personnalités, telles que le chanteur Shlomo Artzi, les acteurs Zeev Revar et Léa Konig, ou également des représentants druzes et des membres de la société civile. 12 torches, 12 hommes, en souvenir des 12 tribus d'Israël. Voilà, qui a été bien présenté, les 70 ans de la célébration de l'État d'Israël. Excellence, ce fut vraiment un moment très féerique. Nous avons pu l'apprécier. Un mot sur ce que nous venons de voir? Bon, c'est très émotionnant. Chaque fois que je vois ça, je suis ému et je suis sans voix. Voilà, donc c'était donc la vidéo qui nous retraçait toute l'ambiance lors de la célébration des 70 années de l'État d'Israël. Alors, comme je le disais, je ne suis pas seul sur ce plateau. Vous avez la crème de tous les présentateurs. Je m'en vais maintenant introduire Claudia Christie, qui va donc s'entretenir avec notre invité.
Merci beaucoup Colbert, mais on va plutôt s'entretenir, on va Absolument. continuer à s'entretenir. Absolument. Voilà. Alors Son Excellence, hein, on parle de votre pays, on vous voit parler de ce pays-là, étaler toute cette connaissance que vous avez de lui, et ça fait plaisir. Et on sait aujourd'hui qu'Israël, en fait, c'est l'une des destinations touristiques, mais vraiment les plus prisées à travers le monde. Et on se demande bien pourquoi cet engouement autour de ce pays-là. Alors, quand on veut se rendre dans un pays, forcément, il faut le connaître. Quelles sont les formalités déjà, peut-être à remplir pour pouvoir se rendre en Israël? C'est la première question. Mais peut-être je vais ajouter plusieurs mots. Et nous sommes arrivés à presque 4 millions de touristes par an. Et l'aéroport Ben Gurion d'Israël est devenu, vous savez, les catégories d'aéroports au monde sont divisées en 3. Petit, moyen, grand. D'accord. Moyenne, c'est entre 25 millions de passagers jusqu'à 40 millions, quelque chose comme ça. Grand, c'est plus que ça. Et l'aéroport Ben Gurion d'Israël est devenu moyen. Et il y a plus de 25 millions entrées et sorties. Et pour vous dire quoi, et n'oublie pas, Israël, ce n'est pas un pays de correspondance. Ça veut dire, ce qui arrive à Israël, c'est pour Israël. Ce n'est pas pays pour correspondance, parce que, par exemple, Paris, Istanbul, Londres, il y a une partie des passagers sont en correspondance. Et ça accroît le volume de passages. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une tendance de tourisme vers Israël. Ouais. Israël offre beaucoup. Il y a l'histoire, l'archéologie, la religion, la vie nocturne, la culture, les paysages. Et même, on a commencé à devenir une cuisine très... Et même la cuisine Michelin et les autres, on a découvert la cuisine israélienne. Alors, chacun à son goût peut trouver ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut là-bas. Voilà. Alors justement, Son Excellence, à quel moment, je veux dire, quelle est la période peut-être la plus indiquée pour aller en Israël? Est-ce qu'il y a une période spécifique, un moment qui est peut-être le bon pour pouvoir se rendre en Israël? Bon, on peut dire par rapport au climat, et je pense que le plus souhaitable, c'est entre mars jusqu'à juin. C'est le climat le plus doux, c'est vers 25 degrés. Maintenant, après juin, ça devient trop chaud. Mais pour vous, c'est rien. Ici, non. Nous, c'est vrai. pour vous, c'est rien. Pour les Européens, c'est un peu dur. C'est ça. Mais pour vous, ce n'est pas une grande chose. Alors, c'est un peu chaud. Et avant ça, décembre, janvier, février, c'est froid. C'est froid. C'est froid. Donc, peut-être à ces périodes-là. À ces périodes-là, évitez. Mais à partir de mars, je ne pense pas. C'est bon, on peut le faire sans problème. Alors, monsieur l'ambassadeur, on va considérer que moi, je suis voilà, un individu X. Je veux me rendre en Israël. Combien de temps est-ce qu'il me faut passer là-bas pour avoir un meilleur aperçu du pays durant mon séjour? Est-ce qu'une semaine, ça suffira? Un peu plus, un mois? 2 jours? Une semaine, c'est un peu petit, un peu court. Israël, ce n'est pas un grand pays. D'accord. Mais néanmoins, Jérusalem, tu ne peux pas passer par Jérusalem sans passer là-bas minimum 2 jours. C'est énorme. Vous pouvez être là-bas même une semaine et s'en va. Moi, je suis né là-bas et je ne pense pas que je connais Jérusalem complètement. à fond. Parce que les histoires, Jésus était ici, Myriam était là-bas, David était ici, Joshua était là-bas. Alors, c'est des choses que tu vois. Alors, il y a beaucoup de cultures d'archéologie. Alors, minimum 2 jours. Après, la ville Tel Aviv, aujourd'hui devenue la capitale, presque, pas la capitale, mais une ville très, très, très attirante aux Européens. Ils viennent là-bas pour le week-end. Parce que Tel Aviv est une ville très animée et libre et multiculturelle. Et alors, vous te sentez très bien là-bas. Alors justement, je rebondis dessus assez rapidement, monsieur l'ambassadeur. Vous parlez de Tel Aviv. Est-ce qu'à ajouter à cette ville-là, il y a d'autres villes également qui sont, je vais dire, des villes très prisées, qu'on a toujours envie de visiter quand on va en Israël?
enfin quand les pèlerins arrivent en Israël, quelles sont les villes justement Voilà. en Israël qu'ils visitent? Les villes qui font l'attraction touristique. Exactement, ouais. Voilà. Oh, bon, Jérusalem, c'est archéologie, culture et historique, tout cela, et même les paysages est très joli. Tel Aviv, c'est plus la culture, la vie nocturne, la cuisine, et la culture est très riche. Et tu peux avoir une bonne vie là-bas. Ça veut dire, tu te peux amuser bien en Tel Aviv. Eilat, c'est au sud. C'est plus une ville. C'est pour reposer, détendre. Et ensuite, Haïfa, c'est au nord. Mais vous savez, dans chaque ville où vous allez, si vous cherchez l'histoire, l'archéologie, tu les trouves. Ça veut dire, il y a seulement l'accent est un peu différent. Et vous voyez, même à Haïfa, il y a le prophète Elijah, il y a tous les missionnaires qui passaient par là-bas. Alors, je pense que ça, c'est les 4 villes principales. D'accord. Où on ne peut pas ne pas aller quand on va en Israël. Alors Colbert, dis-moi, par exemple, toi, si tu allais en Israël, quel est le site touristique que tu aurais vraiment J'allais te poser la même question. Moi. Parce Enfin, il y en a qu'elle a tellement. fait Me Israël, je suis en concernant- train de dévoiler quelque chose. Vous étiez en Alors, Israël. c'est la question Oui. que j'allais poser. Et vous aimez quelle partie? Voilà, justement. Je te Alors retourne moi, la question. alors moi déjà, j'ai tout aimé en Israël. J'ai tout aimé. La mer morte déjà, parce que voilà. Regardez le geste de Monsieur l'ambassadeur, ça veut tout dire. Hein. Rien à Alors, dire. Je parlez-nous un peu voudrais de dire, cette- si vous me posez cette question, j'ai dit la mer morte. Ouais. Excellence. On est parlez-nous- en Voir la connexion. mer morte et vous êtes mort. Alors, quelle est la particularité de cette mer, justement? Et la beauté, c'est la nature. Il n'y a rien là-bas, c'est seulement la nature. Mais la nature est fantastique, c'est très joli, c'est très calme, c'est très C'est paisible. reposant. Exact. Et moi, quand je vois la mer Morte et je vois les montagnes derrière la mer Morte, je comprends pourquoi les prophètes s'échappaient là-bas pour se profiter. Parce que vous savez, tous les prophètes dans les Bibles s'étaient tiendrés là-bas. Après, ils sont revenus à Jérusalem pour le dire, répéter. Mais la vision était là-bas. Et tu peux comprendre pourquoi c'est pas là-bas. Parce que c'est très paisible. C'est fort. C'est fort. Je ne peux pas. C'est fort. Tu vas à cette grande montagne vide. Rien. Et là-bas, en bas, tu vois la mer. C'est bleu et marron, non? Oh. Marron. Mais, Excellence, pourquoi le thème mer morte? Pourquoi? Ah, la mer morte. Et la mer morte parce que c'est salé. 35% de la mer appartient du sol et des sel. Oui. Et il n'y a aucun animal qui peut, Qui peut vivre dedans. Ouais. Et même, vous savez, quand tu te bandes dans la mer morte, Et tout est- on flotte. On il y a flotte. pas de- Tu as baigné? Non, j'ai pas baigné parce que malheureusement j'ai peur de l'eau. J'ai pas baigné malheureusement parce que j'ai peur de l'eau. Ah, t'as peur de l'eau. Bah voilà. Ouais. Aniel, j'ai peur Ah, de l'eau. Non, Agnès, le reste, c'est la baraque, ça c'est clair. Quoi. Daniel, vous étiez à la mer morte. Ah non, pas encore, mais si j'arrive là, peut-être je vais mourir aussi. Là. Tu peux faire, tu flottes. Jamais ne plonge pas dans la mer morte parce que les yeux seront brûlés, c'est une catastrophe. Ah bon. C'est très beau. Ouh, oui, oui, tu dois être très prudent. Justement, je m'apprêtais à poser cette question quand même. Quel est l'état de l'effet sur la santé des personnes quand... Super. Super. Ouais. ok. C'est super bien. Vous savez qu'en Allemagne et en Europe, le traitement de peau à la mer morte est un traitement connu médical. Et vous avez là-bas beaucoup de touristes qui viennent pour une semaine, payés par l'assurance médicale pour traiter leur peau. Ah, ok, d'accord. Donc, est-ce qu'il y a un pays qui se démarque, une nationalité qui se démarque en termes de visite à l'État d'Israël? Et ça dépend de quel. Si c'est la mer morte, je pense la plupart sont des Allemands, Les Allemands. Ah, n'est-ce pas? Ouais. Les Allemands. D'accord. Et maintenant, De les façon autres. générale, Et je ne sais pas les chiffres, mais c'est les États-Unis, les Londres, la En France, France. l'Allemagne, la Russie aujourd'hui, et la Chine a commencé, et l'Inde. Maintenant, il y a des vols directs entre Mumbai et Tel Et Aviv. Tel qu'en Aviv. est-il de l'Afrique? Et bon, l'Afrique, malheureusement, L'Africains?
Et c'est pas Pas assez dense. C'est pas très dense. Mais en même temps, monsieur l'ambassadeur, il n'y a pas justement que la mer Morte en Israël Non, mais- à visiter. On a le célèbre mur des lamentations. On a également de David Tower. Un tour de David, un fait tradition. Non, merci pour la... C'est la tour de David. de David Tower. Continue en anglais, je traduis. La tour de David. Continue, je traduis. On a également eu l'occasion de visiter, monsieur l'ambassadeur. On voit que le mur des lamentations également draine du monde et chaque fois, des gens qui partent avec des sujets de prière pour les mettre à l'intérieur parce qu'ils se disent que forcément, s'ils y vont, ils vont trouver un exaucement. Et ça continue chaque année, monsieur l'ambassadeur? Oui, ça continue parce que la mur de lamentation, c'est très significatif. Et vous savez, peut-être je donne une petite explication. Oui, allez-y, si monsieur. vous me Oui, bien permettez. sûr, on vous le permet. Qu'est-ce que c'est la mur de la lamentation? Quand Abraham a pris son fils Isaac pour sacrifier, et c'était à la monte Moria, c'est là-bas où se trouve aujourd'hui l'Aqsa. Et avant, c'était le temple. Et ça, c'est les montagnes. Maintenant, les superficies, c'est montagneux. Et quand David, Salomon, en effet, devrait établir, construire les temples, tu ne peux pas construire un temple sur une superficie qui n'est pas flat. Alors, ils ont construit des bases, des murs, 4 côtés, rempli ça, et on a créé un plateau. Sur le plateau, le temple était construit, le temple de Salomon. Maintenant, quand les Romains on a décidé de détruire Jérusalem parce que les Juifs ne sont pas loyaux au César à Rome, ils ont détruit le temple. C'était à l'année 70. Tout était détruit, sauf les bases, parce que les bases, c'est... Voilà. Alors, c'est que tu vois la fondation, c'est que tu vois le mur d'alimentation, c'est la fondation. Maintenant, comme vous étiez là-bas, je crois, vous avez vu beaucoup de ruines à côté. Ça, c'est le temple qui était détruit, a tombé en bas, là-bas. Maintenant, le mur était la seule chose qui restait pour les Juifs des années pour prier. Alors, ils sont venus là-bas pour prier en croyant que c'est plus direct et le plus proche au temple qui était détruit. Et c'est devenu quelque endroit très important. Même aujourd'hui, c'est le plus proche, le mur de lamentation, parce qu'il y a autre mur aussi, il y a 4 murs. Mais cette mur-là est le plus proche, parce que le temple était construit d'une façon que c'est le temple, vous savez, avec les bois qui étaient amenés de la Liban, de tout cela. Au centre du temple, il y avait les places les plus sacrées. Vous savez, les sacres des sacrés. Il y avait là-bas les noix, les boîtes qui est perdue, qui après la destruction était perdue. Alors, le mur de lamentation se trouve physiquement dans une position la plus proche à ce point qui est le plus sacré. Maintenant, pourquoi ce point est le plus sacré? C'est le point où Abraham est venu à sacrifier son fils. C'est où Dieu a créé Adam et après Yves. C'est de cette terre-là. Et c'est aussi la porte, on dit, du paradis. Ça, c'est Ok, c'est bien dit, Oui. Excellence. Alors, nous avons une question de temps, on va peut-être courir un peu plus vite. Ouais. Une dernière question. Une s'il dernière vous plaît. question, oui, ça j'y tiens absolument. Monsieur l'ambassadeur, vous parliez tout à l'heure d'aimer, de ce qu'on mange en Israël. On mange quoi exactement? Le plat typique. Moi, je décide d'aller en Israël. Qu'est-ce qu'on me propose qui va faire que je ne vais pas oublier ce pays-là? Hummus et falafel. Robot cefalasof. Voilà, falafel. Hummus, c'est le pois chiche. D'accord. Et ça fait comme une pâte, vous connaissez? Voilà, je suis vraiment C'est- perdue. Ah, c'est dommage, je pouvais amener ici. C'est quoi des Mais fallait nous spaghettis? envoyer- Et non, fallait non, que ça vienne. Franchement. On aurait pris vraiment du bon temps sur le plateau. La prochaine fois, le hummus et pois chiche, qui se fait d'une façon comme une pâte
avec des épices, et c'est très bon, et c'est très bon pour la santé aussi. Vous C'est mangez très- beaucoup épicé? Vous mangez beaucoup épicé? Et vous l'épicez avec des ail, des poivrons noirs, sel et Oh, ça a l'air huile d'olive. succulent. Waouh. C'est doux en fait. Mais- Quand vous en parlez, on sent que c'est bon. On sent que c'est bon. très Mais bon. en même temps, là, Le je parfum promets, qui vient déjà. je promets que c'est la dernière question. C'est vraiment la dernière question. Alors ici, de tous ces différents pays africains que vous avez eu l'occasion de visiter, que vous avez parcouru, c'est quoi les mets qui vous ont, voilà, sur lesquels vous avez dit, waouh, je reviendrai ici. Et pour manger, D'accord. c'est la loco. Je savais. Oh, ça, j'en étais sûre, quoi. Je savais. Je ne peux pas résister. Irrésistible là. J'en étais sûre. Il n'y a pas un petit à checker à côté là. À checker aussi. Ah, avec l'accent à checker. Alors, À checker, mais la loco, tu ne Ah, peux c'est pas bon, résister. avec l'accent. Alors, pour nos amis téléspectateurs, la loco, ce sont les frites de banane mûre. Exactement. Il faut hein. préciser, Farci, Colbert, merci. farci à l'huile de palme. Farci à l'huile de Accompagné palme. de sauce piquante. Waouh, waouh, waouh. Voilà, donc c'était l'aspect touristique. Nous allons, sans transition, passer directement à la culture. Nous restons toujours dans le ton culturel. Hein. C'est cela. on Et reste c'est avec dans le ton culturel, Agnel Très Konan. intéressant. Alors, très cher ambassadeur, j'ai une question pour vous déjà. La culture israélienne, on l'a dit, est très riche par son art, son artisanat, par son patrimoine, par ses musées. Et en tant qu'ambassadeur, quelles sont les actions que vous menez dans vos différents pays? Vous êtes certainement vos officiers. Qu'est-ce que vous faites comme action pour promouvoir cette culture israélienne? Bon, vous savez, j'essaie d'amener ici des artistes, et j'essaie d'amener ici des performances et aussi envoyer en Israël. Et il y avait plusieurs activités ici musicales. Et je peux vous dire aussi que le mois de novembre et le mois de décembre, nous allons avoir des activités culturelles. L'un, ce sera une artiste israélienne qui va venir ici et va travailler en collaboration avec Sadiko, qui est, en effet, il est un artiste togolais, mais je suis un ambassadeur pour Togo aussi, mais il vit ici en Côte d'Ivoire. Et nous allons faire une exposition qui sera ensemble. Et aussi, il y aura deux artistes qui vont présenter des marionnettes pour les enfants. Et ça, vous savez, ça c'est pas tout l'art qui existe en Israël. C'est juste une partie. hein, Une vous présentez. partie. Mais c'est normalement, vous savez, c'est toujours les ressources, le budget. Vous êtes Et généralement, comment la population autochtone reçoit cet art-là? très bien. Très bien. Très bien, très bien, très bien. Il adore. L'année dernière, nous avons amené la musique aussi marionnette. Les marionnettes, je fais surtout pour les enfants, parce que nous avons adopté plusieurs orphelinats. Et chaque fois, nous faisons deux autres activités avec les orphelinats. Et là-bas, ils sont vraiment adorables. D'accord, Ils on va aiment ça. parler toujours de musique puisqu'on a déjà également abordé ce point. On a devant nous ici le shofar. C'est un instrument musical, on l'a dit, qui est d'origine hébraïque. Et selon mes recherches, c'est l'instrument de musique à vent le plus vieux au monde. Alors, cher ambassadeur, c'est quoi l'histoire de cet instrument? Waouh, c'est très chargé. C'est un instrument très chargé. Je commence avec Abraham. Vous vous rappelez l'histoire qu'Abraham a mené son fils Yitzhak. Et quand Dieu a constaté que la foi d'Abraham est totale, C'est cela. il a envoyé un mouton, il a dit ok, sacrifiez le mouton en lieu de votre fils. Cet mouton était barbelé dans une barbelé ou dans une chose, c'est ça. Et maintenant il y a une petite histoire comment il a fait. Et alors ça, et pendant l'époque du temple de Salomon, ça, c'était le moyen, parce qu'il n'y avait pas de téléphone, la radio, télé, ça n'existait pas. Ça, c'était le moyen dans lequel vous appelez les croyants à monter à la... C'est comme les muazzin, le muazzin On l'appelle dans à la les prière. mosquées. C'est cela. Pour appeler à la prière. Faut appeler à la presse, c'est cela. Appeler à Vous savez la- jouer, ambassadeur? C'est très difficile. Et la troisième chose, c'est Yom Kippour, que c'est le Yom le plus sacré au monde. C'est le seul jour dans les synagogues qu'on joue avec ça. Et on dit que ça, à cause de la relation avec Abraham et les temples, ça ouvre le ciel pour les prières de gens qui se trouvent dans les synagogues.
Alors il y a une façon, c'est pas juste que tu joues ça, il y a une façon que tu dois faire. Et, voilà. Et c'est pas facile. Il y a des écoles où on part apprendre. Oui, les rabbins, oui, même les rabbins, pas tout le monde les savent. Essayer, c'est trop dur. C'est donc un instrument chargé de sens. Allez, très rapidement, cher ambassadeur, quelles sont les plus grandes fêtes culturelles en Israël? Et bon, il y a, je pense, les plus importantes, c'est il y a les centres de danse à Tel Aviv. Il y a des danses. Il y a, bien sûr, à Carmiel, le folklore. Et les centres de folklore qui se déroulent chaque année. Et il y a le festival de films. Israël est devenu aussi un pays performant dans le cinéma. Et alors ça se déroule aussi. D'accord. Dernière question pour vous, on va parler un peu mode vestimentaire. Est-ce qu'on peut reconnaître un juif ou une juive à sa façon de s'habiller? Ici, par exemple? Non. Il n'y a pas une tenue vestimentaire, un style particulier? Les religieux, oui. Ça veut dire, ceux qui s'habillent d'une façon traditionnelle, je peux dire tout de suite. Parce qu'il y a les choses, là, comme le châle que je dis, il y a les petites choses qui sortent ici, il y a les petites kippas. Ça vous dit tout de suite qu'il est juif parce qu'il est religieux. Il est religieux. Ceux qui ne sont pas religieux, ils s'habillent comme nous. Naturellement, comme nous. Alors, ambassadeur, est-ce que vous écoutez souvent la musique? Oui. Vous écoutez quoi comme genre musical le plus souvent? Ici? Oui, ici. Ici, il y a plusieurs. J'ai même demandé mon garde-corps d'enregistrer, et il m'a enregistré dans mon USB plusieurs chansons. D'accord. Nous, on a une chanson, on va vous proposer un groupe gospel israélien qu'on aime bien. Le nom, c'est Mikedem et le titre qu'on propose, c'est Tamour. Adonai, Tamo, Oreu Kitov, Tamo, Kitov, Tamo, Oreu Kitov, Adonai. Tamo, Oreu Kitov, Tamo, Oreu Kitov, Tamo, Oreu Kitov, Adonai. תהילתו בפי, אברכה את אדוני בכל לב, תמיד תהילתו בפי. גדול אדוני איתי ונרומם שמו יחדיו, שמו יחדיו, שמו יחדיו. גדול אדוני איתי ונרומם. Alors, ambassadeur, avant que je ne vous laisse définitivement emmener Colbert et les autres, Tammuz veut dire quoi? Tammuz? Tammuz, ça veut dire fini ou quelque chose comme ça. Terminé. D'accord. En tout cas, notre interview avec vous n'est pas encore terminée, Colbert. On pourra le faire hors antenne après l'émission. C'est clair. Alors, après donc l'aspect culturel, nous passons au sport. Entre la culture et le sport, la frontière est très mince et Jean-Richard Nguessan sera donc très bien placé pour nous faire un grand panel sur le sport. Merci Franck. D'ores et déjà, je vais demander à son Excellence s'il est féru de sport. Bon, je fais du sport, oui. Mais juste pour la santé, vous savez, dans les salles de sport, je fais un peu le tapis, je fais un peu la musculation, mais je ne prends pas partie dans un groupe de foot ou des choses comme ça, non. Est-ce qu'on peut savoir en Israël quel est le sport favori? Bon, je pense que le foot est le plus favori, c'est comme autour de tout le monde. Le foot, c'est un sport très, très favori, très populaire.
Mais à côté de la foot, nous avons le basketball. Et le basketball aussi est très fort en Israël. Et nous étions plusieurs fois les champions de l'Europe en basketball. Nous avons de bons joueurs en basketball. Je pense que si vous me demandez, basketball est le plus fort domaine de sport en Israël. Et, Donc le basket est le sport le plus prisé en Israël. oui. L'actualité cette dernière semaine a été marquée par un match notamment qui devait se jouer entre l'Argentine et l'État d'Israël. Malheureusement, ce match n'a pas pu se jouer pour des problèmes politiques entre griffes. Léo Messi, qui est la star argentine, était menacé de mort. Votre regard sur cet aspect des choses? Bon, je peux dire que je suis très déçu qu'il n'est pas venu jouer en Israël. Mais vous savez, quand la politique est mêlée dans les choses commencent à gâter. Et voilà. Malheureusement aussi, n'oublie pas qu'il y a un groupe BDS, c'est boycotté, discriminé et mettre à côté l'État d'Israël, qui travaille très fort pour encourager des personnes, des artistes, de ne pas venir en Israël et prendre parti en Israël. Et il croit que cette organisation, il croit que comme ça, ils vont délégitimiser l'existence de l'État d'Israël. Est-ce que c'est fréquent ce type de comportement, ce type de match annoncé ensuite annulé? Je pense pas, non. Je pense que c'est la première fois. C'est la raison pour laquelle ça a attiré autour de échos. Il y avait plusieurs fois avec des artistes musicaux, chanteurs, mais c'est vraiment rare. Et il essaye, le BDS essaye toujours. Quand il entend qu'il y a un artiste qui veut venir en Israël pour performer, il essaye toujours de les décider, de les convaincre de ne pas y aller. Et rarement, il réussit. Quelle est la place du sport dans la coopération internationale d'Israël avec les autres nations? Bon, le sport, je pense, c'est comme la culture dont nous avons parlé. C'est une chose qui réunit les êtres humains. Ça n'importe pas si vous êtes africain, européen, asiatique, si vous êtes blanc, noir, jaune, vert, rouge. Le sport a un langage universel. C'est universel. C'est quelque chose. La musique, l'art, le sport, c'est universel. C'est une langue universelle. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment interdit d'introduire dedans des politiques. Parce que c'est vraiment les choses, les valeurs qui toute l'humanité, n'importe pas où, se peut réunir. Parce qu'à part ça, toujours il y a des discussions, des débats. Territoire, ressources, argent, blablabla, toutes les autres. Mais ça, c'est des choses qui vraiment réunissent toute l'humanité. Et c'est grave qu'il y a des gens qui ne comprennent pas et pour des raisons partisanes, ils introduisent les politiques dans les choses. Dans le sport. De 1954 à 1974 notamment, Israël faisait partie de la Confédération asiatique de football. Et depuis 1974, Israël fait partie de l'UEFA. Qu'est-ce qui explique ce changement? Exactement, c'est les politiques. Parce que je vous rappelle quels sont les pays qui se trouvent en Asie. C'est l'Iran, c'est le Pakistan, c'est l'Afghanistan et c'est la Malaisie. C'est des pays qui, d'une façon, prennent partie avec la position arabe. Et ils ont poussé en effet Israël hors de cette région. Nous avons les mêmes problèmes à l'ONU. À l'ONU, il y a les mêmes problèmes. Parce que normalement, nous devons être partie de l'Asie. Mais à cause de ce pays-là, n'accepte pas Israël de faire partie de ce groupe. Alors, nous sommes le seul pays à l'ONU qui nous n'avons pas aucun groupe géographique. L'Europe, en 2000, a accepté temporairement d'adopter Israël comme un membre. Mais c'est un peu
c'est une statut pas normal parce que vous n'êtes pas exactement européen. Je vous donne un exemple. Et selon les Européens, à 2000, ils ont dit, OK, 2020, Israël sera candidat de l'Europe au Conseil de sécurité. Soudain, maintenant, nous avons arrivé à l'époque, parce que vous commencez avec les campagnes électorales, ils ont dit non, il y a autre besoin, autres pays se vont présenter en lieu d'Israël. Alors, nous avons ce problème aussi à l'ONU. Et vous voyez ça même selon le résultat de vote. C'est quelque chose. C'est que les amis d'Israël doivent nous aider. Parce qu'il y a... Merci, Pour merci. terminer assez Excellence. rapidement, une Non, dernière je vais question. m'offrir la dernière question, si tu Une permets. dernière question. Je m'offre la dernière question. Réal. Vous parlez du sport qui fédère. Et ce qui fédère l'actualité aujourd'hui, c'est le mondial. Est-ce qu'Israël aspire un jour à organiser la Coupe du Monde? Ce sera vraiment la dernière question du volet sportif. Bien sûr que oui. Et nous aspirons à faire cela. Ça va vraiment montrer qu'à la fin, la fédération de l'humanité autour de sport a gagné et a les mains à haut et par rapport à ceux qui veulent politiser des activités. Une date précise par rapport à cette organisation. 2026 2026 Pourquoi pas? 2026 étant pris Dis-moi. Pris par... Oui, par les États-Unis. Alors, 2030 alors? Pourquoi pas 2030? S'il plaît à Dieu. LMTV sera là pour vous accompagner, pourquoi pas? Voilà, s'il plaît à Dieu. Voilà, ainsi... Priez fort. Voilà. Ainsi, Richard met fin au volet sport de cet entretien. Nous allons passer donc du sport à la santé. On dirait aussi que la frontière est très mince, n'est-ce pas? Alors, avec Joël, nous parlons santé et éducation. C'est parti. Alors, comme vient de le dire Colbert, j'aime à charge 2 points qui sont la santé et l'éducation. Tout d'abord, commençons par l'éducation. Alors, Excellence, parle-nous de votre politique d'éducation sur le continent africain. Bon, je crois que l'éducation, c'est une importance première pour l'Afrique. C'est important pour chaque société, mais surtout pour l'Afrique, parce que les jeunes générations d'aujourd'hui seront les hommes d'entreprise et les politiciens et les médecins de demain. Et si vous renseignez bien les jeunes générations, vous renforcez la capacité de la société. Et je peux vous donner l'exemple d'Israël. L'éducation était une bout première depuis l'établissement de l'État d'Israël. Et parmi les premières lois qui étaient législées, c'est l'éducation obligatoire. À l'époque, c'était jusqu'à la 10e classe, parce qu'il n'y avait pas assez de ressources. Mais en 1981-82, on a augmenté l'école obligatoire à 12 ans. Ça veut dire jusqu'à bac, c'est obligatoire. Et si les parents n'envoient pas l'enfant à l'école, c'est un délit, il peut aller en prison. Ça n'arrive pas parce que tout le monde... Mais vous devez être très strict. Ça, c'est quelque chose de très, 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 très important. Est-ce qu'il y a en Israël des universités de référence telles que Harvard aux États-Unis et la Sorbonne en France? Bien sûr qu'il y Cheikh Anta en Diop a. au Sénégal. Voilà, je te l'accorde. Je te l'accorde. Bien sûr qu'il y en a. Et je vous rappelle qu'il y a l'index des plus importantes universités au monde qui est publié chaque année. Et 3 institutions parmi autres en Israël, mais 3 institutions en Israël ont arrivé à être incluses dans cette liste. C'est le Technion de Haïfa, l'Université de Jérusalem et l'Université de Tel Aviv. Et je pense être parmi les premières 100 ou 200 universités les plus importantes au monde
Et ça dit quelque chose. Est-ce que concernant donc les étudiants africains, il y a une politique en fait qui est mise en place pour leur permettre d'avoir accès à ces cours, à ces cours justement dans votre pays par exemple, facilement? Parce qu'aujourd'hui, les Africains, les bourses d'études les aussi. jeunes Africains, après le bac, ont tendance à sortir de l'Afrique pour aller se former. Le cas indien, on va faire l'informatique, c'est cela. Est-ce que c'est le même cas, comme elle veut le dire En Israël, par Je exemple. vous remercie bien pour votre question, parce que j'essaie de diffuser cette information parmi toutes les institutions possibles. Il y a les possibilités. Et il y a chaque année des formations, par exemple, à l'Université de Haïfa, dans l'éducation primaire. Et c'est surtout, ils visent les étudiants africains. C'est pour le master. Et il y a des programmes aussi à l'université. Quand j'ai enseigné à l'Université de Tel Aviv, une grande partie des étudiants de mon classe étaient des étudiants qui sont venus de l'Amérique du Sud, l'Afrique, et même j'ai eu une Palestinienne dans mon classe. Ça veut dire que oui, c'est possible. Les seules choses que je vois par rapport aux pays francophones, les études sont en anglais. Donc et ça peut être, exact. C'est déjà un petit Ça veut dire obstacle en si fait. quelqu'un ne maîtrise l'anglais, pas à niveau Oxford, mais à un niveau raisonnable, et c'est possible d'y aller voilà. pour le faire. D'accord. Tu peux y aller. Est-ce que c'est merci. coûteux pour les Africains d'y aller étudier? Oui, il y a des bourses, je dis. Pas des bourses? Ok. Il y a des bourses, et à part ça, il y a des bourses que c'est cette formation court terme. Excellent, c'est un sujet vraiment important. C'est vrai que nous sommes pris par le temps. Pour les jeunes Africains qui nous suivent et qui souhaiteraient bénéficier d'une bourse de l'ambassade d'Israël, quelles sont les démarches? Bon, pour les formations de court terme, vous devez appeler l'ambassade d'Israël ou cliquer sur Internet, ambassade d'Israël. Nous avons le département de développement Mashav, il s'appelle Mashav. Là-bas, il y a toutes les formations détaillées. Vous pouvez y aller et remplir, consulter. Il y a dans différents domaines, agriculture, santé, éducation primaire, énergie renouvelable, développement communautaire et plus autres. Là-bas, il y a formation en anglais et en français. Ça qui permet aussi des gens des pays francophones. Ça, c'est une chose. L'autre volet, c'est études haut niveau par rapport à un degré académique, master. Ça existe aussi, mais ça, c'est seulement en anglais. Et ça, c'est dans le domaine des médecins. Il y a une médecin ivoirienne qui est toujours en Israël maintenant. Il y a, à ce moment que nous parlons, il y a 15 étudiants de l'école de Yamasou Kourou et de Fouet-Boigny qui sont en Israël pour un an des études. Alors, c'est possible, mais vous devez ça en anglais. On lit en English. Très rapidement, Oui, Colbert. très rapidement. Là, je n'ai plus dit Richard, j'ai dit santé. j'ai dit Colbert. On attaque rapidement l'aspect santé. Alors, quel est le système israélien, le système de santé israélien? Chez nous, nous avons en 1992, les lois étaient législées d'avoir une couverture médicale étatique. Alors, tout le monde sont couverts de naissance jusqu'à mort, y compris des opérations, hospitalisation, dépistage régulier qu'on prend. Ça ne te coûte rien, vous êtes couvert. Et maintenant, je peux vous dire qu'en général, la couverture est bien. Ça veut dire bien niveau, c'est pas... ça veut dire vous recevez un bon niveau de service médical. Voilà. Nous sommes pratiquement au thème de cette émission, malheureusement, avec un débat très bien, j'allais dire, riche et passionnant. Merci à Joël Gosset pour ses recherches très approfondies sur l'éducation et la santé en Israël et en Afrique avec la coopération israélo-africaine. Voilà donc, tu es bien dit. Amis téléspectateurs, nous avons été très heureux de vous entretenir au cours de cette émission. Certainement, un mot pour clore l'émission, Excellence. Bon, je voudrais remercier encore une fois
et pour m'avoir invité à ce plateau. Et j'ai vraiment passé un temps très convivial, très agréable. Et je vous remercie que vous m'avez donné l'opportunité d'exposer plusieurs volets de mon pays là. Merci. Merci beaucoup, docteur Eli Ben Toura. Je rappelle qu'il est l'ambassadeur de l'État d'Israël, je rappelle, en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo et au Burkina Faso. Voilà. Mais avant ces pays, vous avez fait le Sénégal. Le Sierra Leone, la Madagascar, la RDC, le Gabon, les Gambie et la Cap-Vert. Amis téléspectateurs, merci pour votre attention. Merci de nous avoir suivis. Lumière du Monde Télévision vous souhaite de passer d'agréables moments sur son programme. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison. Shalom. Shalom, amen. Adonai, t'amour, oreo qui tov, t'amour, qui tov, t'amour, oreo qui tov, Adonai.